Ça commence. N'ayez pas peur. On est sur les réseaux. Et bienvenue à tous pour cet épisode de 8 de What You Got to Say France. On en parle avec Bob et avec ses chroniqueurs. Ils sont en forme parce que c'est dimanche et qu'ils n'ont rien foutu de la semaine. Ils en ont gardé sous le pied. Carrément. Donner une bonne ambiance, donner un bon débat, sur la vie professionnelle et notre coach qui sera là pour vous donner des informations sur ces reconversions, tout ce qui est possible de faire. Aujourd'hui, on a une nouvelle, qui n'a pas l'habitude, n'était pas avec nous jusque-là, mais qui nous rejoint avec plaisir. Elle nous vient d'un pays ensoleillé. Elle nous vient de Guadada. C'est Nat West Indies. Comment tu vas? Ça va super bien. Je vous embrasse très fort, mais avec toute la chaleur de la Guadeloupe. Donc voilà. Donc je vous envoie un peu de chaleur. C'est la marque de fabrique de l'émission, la chaleur. Merci Nat West d'être avec nous. Nous avons également notre fan de l'OL, Low. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va, il est là. La pêche. Ça va tout le monde? Ouais. Ah, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On a aussi notre couple à la vie, comme à la ville. Mythique. Nous avons Dom et Sunkist qui partagent aujourd'hui l'écran, mais qui partagent tellement. Comment ça va? On commence par les dames. Comment tu vas, Sunkist? Excellent, je vais très très bien et je vous embrasse très fort aussi. Ah, ben nous aussi on s'embrasse très bien. Et toi, Dom, la pêche? Ça va, on est là. Charlotte Hornets aujourd'hui. Hein? Moi je check tout le monde. Ouais. Voilà, tout va bien. Oh, c'est super. Charlotte Hornets aujourd'hui. Le gimmick, ça fait plaisir de t'avoir. Nous avons également celui qui nous a manqué lors du dernier débat, celui qui voulait nous parler de Top Gun, de Maverick, le excellent Bobby Ewing. Yeah! Ah, ça va, la pêche, hein. J'ai garé mon porte-avions Charles de Gaulle à l'école Top Gun. Oh. J'ai fait un petit coucou à Maverick. Ben, il était un peu dessus, mais j'espère bien le représenter aujourd'hui. Ah, ben c'est sûr. Et puis on a surtout... Il est pas en panne ton porte-avions là quand même, non? Son porte-avions. Pourquoi il sera en panne ton porte-avions? Il est pas en panne, monsieur Charles de Gaulle. Ah, le Charles de Gaulle, ah oui, effectivement, le Charles de Gaulle. Là, French Qualitat. Et nous avons, bien sûr, notre invité spécial du jour. Ça me fait très plaisir de l'avoir parce que, d'une part, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je connais depuis longtemps, on ne se le cache pas, c'est la famille, Marie-Laure. La famille. C'est la famille. Mais en plus, nous apporte une expertise. Et ça, c'est ce qu'on aime dans cette émission. Avoir de l'expertise, du sérieux. De la rigolade aussi, mais du sérieux. Marie-Laure, comment vas-tu? Super bien, trop bien accueilli par l'équipe, donc très content d'être là. Merci. Moi, je serais toi, j'attendrai la fin avant de dire que ouais. On va pas dire. On note pas. Tu notes pas avant d'avoir pris le dessert et le café. Attends. En tout cas, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous, Marie-Laure. C'est hyper sympa. Et je stoppe le générique. Voilà. Je stoppe le générique, comme à chaque émission. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui est une journée un peu particulière. C'est une journée particulière pour plusieurs choses. Déjà, il y a un petit truc qui peut nous intéresser ce soir. Ah. Il manque une tasse. Vous savez où est-ce qu'on se trouve? Où se trouve notre cœur. Voilà, vous savez où se trouve notre cœur. Et puis en parlant de cœur, dans ces temps un peu troublés, je voulais souhaiter la bienvenue à la petite de Diroux, parce que la famille s'agrandit, et ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Donc, si on peut de temps à autre partager un peu les bonnes nouvelles, pas simplement dire, voilà, il y a un nouveau variant d'un virus, les impôts vont augmenter. Enfin, une bonne nouvelle. Hein, pour une fois, là, on est bien, on se donne une bonne nouvelle. Donc, l'enfant de Diroux, bienvenue, beaucoup de bonnes choses
hein, et on espère que voilà, mes enfants pourront t'épouser. Les internautes sont avec nous. Je vois que Pareil la dot. les internautes sont avec nous. Je vois que Sandrine est là, Maria est là, Alia est là, Laetitia est ici, qui fait un bisou à Diroux pour la naissance de son bébé. C'est très gentil. On est heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu de la reconversion professionnelle, du parcours un peu qu'on a chacun les uns et les autres dans notre vie professionnelle. Oui. Et on va en parler et ça va pouvoir. Pour en parler, on a fait venir Marie-Laure qui va se présenter. Marie-Laure, si tu pouvais te présenter un petit peu, nous dire en quoi tu aides les gens. Voilà. Donc, je me présente et après, je dis en quoi j'aide les gens. Donc, je après, si tu les aides pas, voilà. Et ça commence bien. Première attaque. C'est ça. Donc, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 34 ans, j'habite sur Lyon. Je suis en train de changer de métier, parce qu'à la base, je suis consultante en informatique. Et là, je fais une formation pour devenir coach professionnel depuis septembre. Donc, il y a une partie de ma formation qui est du coaching individuel et l'autre, c'est du coaching de groupe. Qu'est-ce que je peux dire de particulier? C'est que moi, j'ai souhaité me reconvertir surtout parce que j'avais envie d'accompagner des personnes dans leur parcours professionnel à se débloquer de certaines situations. Parce qu'en fait, voilà, ça peut arriver de vivre quelque chose de malaisant ou de ne pas être forcément à l'aise au niveau du travail. Et moi, j'ai pu le voir en fait auprès de mes collègues où j'ai pu voir des difficultés arriver un peu partout. Et je me posais la question de qu'est-ce que je pouvais faire moi, à mon niveau, et quelle formation correspondait à tout ça. Et donc voilà, dans le cadre de ce métier, le but en fait, c'est d'accompagner les personnes à prendre conscience de leurs propres talents, parce qu'on a tous des talents en fait, hein. Il y a tous des choses pour lesquelles c'est facile depuis l'enfance, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des choses qu'on fait naturellement. Donc, accompagner les personnes au niveau de leur talent et accompagner les personnes à avoir comme moteur leurs valeurs, en fait. Les valeurs, c'est ce qui fait que le matin, tu as envie de te lever, quoi. Donc, voilà. C'est… Comment ? Non, c'est vraiment bien. Monnaie. D'avoir envie de se lever, surtout en cette période. On peut se lever aussi chaque matin pour l'argent. On peut se lever chaque matin, comme je disais, aussi pour l'argent. Oui. Je pense que la plupart des gens font ça un peu, non ? Donc, c'était une petite pique par rapport aux valeurs. Non, mais Bobby, tu peux te lever pour l'argent et aussi pour le plaisir d'aller travailler. Ouais. Tu peux allier les deux. C'est possible. En cette période de confinement, on n'a pas spécialement le choix. Hein, on se lève pour aller travailler. En ce moment, avec le confinement, il y en a qui se lèvent et qui restent à la maison. Exactement. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué quand même, cette période-là. Est-ce que quelqu'un aurait des questions à poser à Marie-Laure ? Une première question, tiens, qui nous viendrait de notre couple, Sunkist. Est-ce que tu aurais une première question à poser ? Moi, ma première question, parce que je ne t'avais pas envisagé, mais par rapport à ce que vient de dire Marie-Laure, c'est que quand tu dis coaching individuel, coaching de groupe, comment ça se traduit concrètement sur le coaching individuel et comment ça se traduit sur un coaching de groupe ? Alors, sur le coaching individuel, c'est par exemple une personne qui a envie de travailler sur un objectif particulier, par exemple changer de métier. Elle va me contacter et donc moi, ce que je vais lui proposer, c'est par exemple 5 à 7 séances d'1 heure au cours desquelles on va définir ensemble, la personne que je vais coacher et moi, un objectif. Parce qu'en fait, sans objectif, tu ne travailles pas, quoi. Tu ne peux pas avoir de coaching sans objectif. Donc, c'est la première des choses. C'est le premier entretien et c'est vraiment le point de départ. Et c'est cet objectif général où moi, je vais poser un ensemble de questions à la personne pour vraiment creuser. Parce qu'en fait, au tout début, la personne va dire « j'ai envie de changer de métier ». Mais finalement, ce n'est pas précis. Est-ce que l'objectif, il est positif, donc tourner de manière positive avec, en termes de verbes? Est-ce que c'est précis, concret? Est-ce que vraiment ça correspond à des indicateurs qui vont me permettre de savoir que la personne, elle aura réussi, elle aura atteint son résultat? À quoi je sais
que j'ai atteint mon résultat et mon objectif. Donc, c'est tout ce travail-là qui fait partie de la première séance. Et ensuite, les autres séances, ce sont des déclinaisons en fait, de différents objectifs, mais des petits objectifs qui vont être définis encore par la personne. Et à l'intérieur de ces sous-objectifs, on va travailler ensemble avec des exercices qui vont permettre à la personne de se décentrer. Parce que bien souvent, quand la personne se sent bloquée, elle tourne autour de la question et de ce qui est difficile pour elle. Et donc, l'idée, c'est vraiment de lui proposer des exercices de décentrage. Ça peut être demander à la personne, je ne sais pas moi, de dessiner. Ça va être demander à la personne vraiment de penser à autrement son problème ou sa problématique. Mais c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent te voir parce qu'ils veulent changer de travail, mais qu'ils ne savent pas où aller, trouver un autre travail. Ils ne savent pas où se diriger, c'est ça? Ils veulent changer. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Ok. Je pensais qu'ils arrivaient, mais qu'ils savaient déjà où ils allaient aller et que tu les aidais à trouver un autre travail, mais dans leur décision. En fait, tout est possible. Disons qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, qui ont besoin justement de cette première séance pour comprendre où est-ce qu'ils veulent aller en fait. D'accord. Okay. Et donc, alors j'aurais une petite question. Alors dans ce cas, est-ce que tu aurais à peu près un pourcentage par rapport aux personnes qui se présentent, est-ce que de personnes qui en fait qui ne sont pas satisfaits de leur activité professionnelle, qui auraient subi un choix dès l'orientation, est-ce que tu as à peu près un petit pourcentage par rapport un petit pourcentage en fait par rapport à ça? Non, j'ai pas un pourcentage précis. Par contre, c'est vrai que j'avais fait une enquête, j'avais fait un sondage avant le confinement, pile poil avant le confinement, auprès de 100 personnes. Et il s'avérait que la majorité, quand j'ai la majorité, c'était, je ne sais plus exactement les chiffres, mais peut-être 70% des personnes, enfin voire plus, considéraient qu'elles appréciaient leur travail. Quand je dis apprécier, c'est voilà. Mais par contre, elles rencontrent des difficultés. Les difficultés, c'est un mal au ventre quand tu vas au travail, c'est les conflits avec les collègues, les conflits avec la hiérarchie, le fait de ne pas comprendre en fait, le sens de ton travail. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui sont possibles. Alors moi, comme je disais, je suis vraiment en formation, donc pour l'instant, j'ai eu globalement que 5 coachings. Et quand j'entends en fait les différentes personnes autour de moi, celles qui sont déjà coach coach depuis un certain moment, je sais qu'il y a différentes sortes de cas en fait. Tout est individualisé finalement. Cas sont individualisés. C'est marrant qu'en parlant, je vais te donner la parole juste après, donc t'inquiète pas. C'est marrant, on parlait de statistiques. J'ai lancé un petit sondage sur ma story. Bon, effectivement, c'est pas un sondage Ipsos Sofres parce qu'il n'y a que 10. Mais c'est étonnant parce qu'on a eu à peu près ce pourcentage de 70% de personnes qui étaient prêts à envisager autre chose. Ah ouais. Donc, c'est pas une question anodine. Dom, tu voulais nous rebondir. Je voulais justement te demander quels étaient en fait tes outils et tes leviers par rapport à quand tu as tes divers suivis avec les personnes, sur quoi tu t'appuies, sur quoi tu te… Alors, oui, c'est vrai que, en fait, ce sur quoi je m'appuie, c'est vraiment la personne, mais en gros, il y a vraiment une grosse phase d'accueil. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, elle a déjà tout un ensemble d'émotions qu'elle a du mal des fois à décrire. La plupart du temps, même depuis l'enfance, on n'a pas l'habitude, je dis nous les êtres humains, on n'a pas l'habitude en fait de nommer nos émotions, de dire je suis en colère ou alors je suis ceci ou cela. Au niveau du travail, en tout cas, la plupart des personnes n'expriment pas, en tout cas auprès des collègues ou auprès de la hiérarchie, voilà, je me sens comme ci ou comme ça. C'est possible d'en parler, mais souvent la première phase, en tout cas, sur laquelle je me base, c'est l'accueil de la personne au niveau de ses émotions, au niveau de son ressenti et vraiment de l'écoute. J'écoute déjà ce que la personne me dit et il y a une grosse partie de mon travail qui consiste à travailler sur ce qui n'est pas dit en fait, les non-dits, parce qu'il y a des choses qui sont dites et d'autres qui ne sont pas forcément dites. Donc, je travaille énormément sur le langage non-verbal, etc., sur ce que la personne exprime, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont exprimées autrement que par la parole. Et puis, en termes d'outils, il y a vraiment des outils classiques de coaching qui existent. C'est vraiment comprendre quelles sont les valeurs de la personne. Par exemple, je ne sais pas, moi, si je te demande, c'est qui ton héros d'enfance? D'ailleurs, question
Qui sont vos héros d'enfance? Lolo. Ah, voilà. Hein? Jojo. C'est Jordan? Ah, Jojo. Jordan. Parce que, quoi qu'il. Ah, pour ça. Sunkist, le héros ou héroïne. Mon héroïne, mais il ne faut pas rigoler. Hein. C'est Fabienne. Non. C'est qui? Oui, c'est Princesse Sarah. Princesse Sarah. Nathalie, Ça toi. aurait pu être Candy. Hein. Je sais pas. Un joueur de foot. Sérieux? Non. Ah, c'est intéressant, ça. Un joueur de foot qui serait Ronaldinho, Ronaldo? Non? Non, à l'époque de Ricardo. Tu vois, Ah, d'accord. il y a très longtemps. C'est bien. Il y a une belle éducation quand même. Dom, un héros. Moi, c'était Maradona. Maradona. Mais tu vois, Marie-Laure, c'est marrant parce que tout le monde a des héros comme ça. Et toi, Fab? Moi, plus jeune, c'était Chuck Yeager. Le mur du son, Chuck Yeager. Et là, je suis sûr qu'on n'a aucun joueur de foot, on n'a aucun pilote de chasse, peut-être Bobby Wing. Oh, bah non, non, mais en fait, c'est marrant, mais la manière qu'a Marie-Laure de procéder, en fait, ça m'a fait penser qu'en fait, cette question-là, en fait, héros d'enfance, elle m'a été posée quand j'étais à l'école primaire, lors d'un entretien que j'avais fait avec c'était un psy, en fait. Hein. Et il m'avait fait dessiner. Et la question qu'il m'avait posée, il m'avait demandé qui était mon héros d'enfance. Et naïvement, je lui ai répondu Donald Duck. Mais t'avais quel âge aussi? Mais j'avais 7 ans. C'était à l'époque des Disney Channel et ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai dessiné Donald Duck. Voilà. Je reprends, il y a deux, trois questions d'internautes. Il y a Alia qui te demande, Marie-Laure, si tu as été coachée avant de changer toi-même de métier. Très bonne question. Enfin, j'ai très bonne question parce que dans le cadre de ma formation, la première étape, c'est d'être coachée par mes collègues, en fait. Donc là, j'ai découvert ce que c'était depuis le début de l'année, depuis 3-4 mois, je me fais coacher moi-même. Donc, ça fait partie de la formation. Et cette démarche du coaching, oui, Nathalie, vas-y. Oui, en fait, je voulais poser une question par rapport à la PNL, puisque tu en parles dans Elle se motive, et je voulais avoir un petit peu plus d'informations sur la PNL, en fait. Parce que je sais que c'est un programme qui est bien utilisé dans le domaine. Neurolinguistique, hein, pour ceux qui ne sont pas... Voilà, exactement. Elle se motive, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté, mais tu as un blog, Marie-Laure, un excellent blog où tu nous fais part un peu de tes motivations, de ton chemin pour devenir coach professionnel. Et tu parles effectivement de cette programmation neurolinguistique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, que tu l'utilises? Voilà. Alors, par rapport à la programmation neurolinguistique et en fait par rapport à la formation que je fais, les outils que j'utilise, en fait, c'est un mélange de différents domaines. Donc la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la systémie, je crois, et autre chose. Il y a un quatrième courant, je ne sais plus. Excuse-nous pour nous qui sommes très profanes. Est-ce que tu peux nous décrire ces barbarismes? Ouais, non, moi, je suis allée un petit peu dans... Et oui, on lance le niveau. Vas-y. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, pour la programmation neurolinguistique, par exemple, moi, j'ai été... il y a une personne qui m'a accompagnée dans un atelier de programmation neurolinguistique. J'en parle mais elle se motive. Parce qu'en fait, avec ton permis, c'est ça? Voilà, je donne un exemple concret. Je voulais passer mon permis. Ça fait 17 ans que je voulais avoir mon permis. C'était compliqué de fou. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de motivation et de quelqu'un qui puisse m'orienter vers la bonne énergie. Donc, j'ai fait cet atelier-là. Et la première des choses que j'ai comprises de la programmation neurolinguistique, c'est qu'on a différents besoins. On a par exemple différents besoins, le besoin de se nourrir, le besoin d'avoir un travail. Et c'est en fait différents besoins qui sont visibles dans une pyramide. Je crois que c'est la pyramide de Maslow. Je confirme. Différents besoins. Comment? Je confirme, c'est la pyramide de Maslow. C'est ça, voilà. Oui, puisqu'on l'utilise dans le domaine commercial, donc je te le confirme. C'est ça.
Et par rapport à ces différents besoins qui est important d'identifier à quel niveau on se trouve, c'est important en fait de faire le classement dans la programmation neurolinguistique des différents besoins. Enfin, c'est-à-dire qu'au même moment, là, si je te parle aujourd'hui, je peux dire, voilà, moi j'ai envie d'ouvrir mon entreprise de coaching, etc. J'ai aussi envie de prendre du temps pour moi. Mais finalement, quel est parmi ces différents besoins, l'élément numéro 1 qui va être le plus important? Quel est l'élément sur lequel aujourd'hui tu as envie de mettre de l'énergie? Donc, c'est la programmation de l'élément qui va te permettre finalement d'avancer. Mais tu vas faire finalement du tri en fait par rapport aux différents besoins que tu auras identifiés à un moment donné. Et ce tri-là va te permettre de mettre l'énergie vers ton objectif. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, mais c'est un objectif bien précis. Ça prend beaucoup de sens parce qu'effectivement, le travail, c'est quelque chose qui est épuisant, je trouve, mentalement. Il y a une vraie charge émotionnelle au niveau du travail. Alors, je ne sais pas si vous la sentez ou si vous glandez toute la semaine. Effectivement, peut-être pas de… Quoique, même si tu glandes, eh ben, tu peux ne pas être heureux de cette situation aussi. Donc, il y a quand même cette charge émotionnelle qui est là. Et être focus sur des objectifs, c'est quand même quelque chose qui me paraît essentiel dans ton métier. Je voulais rebondir, Marie-Laure. Imagine, je viens de voir, je te dis, je ne suis pas bien dans mon boulot. Je suis pas bien dans mon boulot. J'ai besoin de changer, j'ai envie de changer dans ce travail. Comment tu vas m'orienter? Comment tu vas me traiter? Je vais te demander, qu'est-ce que tu veux à la place? Tu veux quoi à la place? Mais on ne peut pas d'abord demander pourquoi elle veut partir et pas essayer, au contraire, au lieu qu'il parte, de rester et de réussir là où il a échoué dans son travail. C'est possible. En fait, l'ensemble des questions que moi je vais poser à la personne qui vient et qui me pose cette question, ça va être des questions qui vont résonner chez elle. Par exemple, je vais lui demander par rapport aux personnes qui sont avec toi, autour de toi, ta famille, etc., qu'est-ce qu'elles en pensent en fait? Donc, c'est la personne qui va répondre à ces questions. Je ne vais pas la conseiller, je vais juste lui demander en fait comme un miroir, mais finalement, t'en es où? Tu veux quoi à la place? Et au fur et à mesure des différentes questions, genre, quel est l'avantage finalement à rester dans cette situation-là et quel est le désavantage à changer. En fin de compte, tu le pour et le contre de chaque situation. Voilà, c'est le pour et le contre de chaque situation. Et en fait, le fait d'avoir un miroir mental comme ça, quelqu'un qui te parle, qui te pose des questions, c'est simplement avoir une énergie concentrée sur l'objectif en question, finalement. C'est ça que je fais, en fait. Et si la personne me dit, voilà, j'ai envie de… C'était quoi déjà le truc? J'ai oublié, pardon. Je veux changer. Je suis oui, mais du coup, voilà, si tu veux… alors, du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire quoi à la place? Changer. J'en ai marre. J'arrive, j'en ai marre. On fait trop de réunions Zoom. On fait trop de réunions Zoom. On a trop de… J'ai plus le temps pour moi. Enfin, c'est ce qui ressort généralement. Les gens, le boulot les bouffe, quoi. Le boulot les bouffe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour toi? Tu vois, c'est… Ouais. Du coup, j'essaierai de clarifier l'objectif, vraiment que la personne me dise à la fin des différentes questions qu'est-ce qu'elle voudrait à la place de tout ça. Est-ce qu'elle veut avoir plus de temps pour elle? Parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, disent ouais, je veux plus de temps pour moi. Est-ce que je veux plus d'argent? Est-ce que je veux plus de reconnaissance? Et ça, c'est vraiment… comment? C'est vraiment mieux se connaître d'abord avant d'entamer une démarche. J'ai une petite question pour Bobby, qui semble-t-il a déjà été coaché. Bobby. Oui, alors. Toi, de ton côté, tu nous parlais de l'agilité, Est-ce que tu peux nous reparler un peu de ton expérience de coaching que tu as eue? Non, mais alors, en fait, je dirais, en discutant donc avec Marie-Laure, je me rends compte qu'en fait, on a à peu près fait. Je suis aussi consultant en informatique. Donc alors, seulement. Hein, comment? Je crois que tu étais… Oui, mais c'était être consultant en informatique, c'était la voie que j'avais trouvée pour essayer de me rapprocher le plus. En fait, pour passer le concours, il faut être très calé en maths, etc. Dans l'ingénierie. C'est pour ça qu'en fait, j'avais choisi de faire ces études. Donc, à la base, quand même, étant tout petit, je voulais être gardien de troupeau. Je voulais garder des zébus. Et au final, je me suis retrouvé à driver des bytes informatiques.
Donc, c'est pas très éloigné. Hein. Oui, c'est vraiment sérieux ce que tu dis? Si, j'ai grandi et j'ai nagé parmi potable. Non, étant petit, j'étais au Mali dans la brousse et toutes les après-midi, un certain temps, je gardais les zébus et je me voyais très bien plus tard être éleveur de zébus. Hein. Je pense que c'est quelque part c'est une passion secrète parce que j'aime bien le contact avec la nature, les animaux. Bon, les informaticiens, c'est d'autres types d'animaux quand même. Hein. Et passer sa journée à discuter avec un ordinateur, on peut y trouver une petite similitude. Et donc par là, donc aujourd'hui, dans l'informatique, c'est très à la mode d'utiliser des coachs agiles. En fait, on a décidé de piloter des projets entre guillemets rapidement, c'est-à-dire de réduire le time to market, c'est-à-dire d'être le plus rapidement possible opérationnel entre le besoin et la réalisation. Et pour ça, en fait, on est coaché par des coachs agiles. Et alors moi, la question que je me pose par rapport au coach, est-ce que, bon, pas toi, Marie-Laure, parce que je vois, en fait, tu as une expertise dans l'informatique, c'est que bien souvent, j'ai l'impression que c'est plus des gourous qui vont coacher le moi de chaque personne. On va te dire fais ci, fais ci, fais ça. Est-ce que c'est plus de la croyance ou est-ce que derrière il y a réellement une compétence technique derrière qui va faire que on va résoudre rapidement. Tu n'as pas été hyper convaincu, si je résume un peu. Tu n'as pas été totalement convaincu. J'étais très mitigé. En fait, ils avaient une réelle expertise dans la manière entre guillemets, de piloter, mais derrière, ils n'écoutaient pas réellement les sachants parce que ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, un sachant ralentit souvent le processus de décision. Parce qu'en fait, il va ramener son expertise et c'est un peu... en fait, quand une personne elle veut se reconvertir, entre-temps, elle a quand même acquis une certaine expertise dans un domaine. Mais quid de cette expérience pour dans la future reconversion qu'elle va faire. En fait, je pense que tu viens de poser la question la plus longue de la Terre. Elle était super longue ta question, mais pertinente. Ah, merci. Mais pertinente. La fin était très pertinente, la fin. La fin était très pertinente sur la question. Marie-Laure, je te laisse y réfléchir parce qu'elle est longue, sa question. Elle est longue. 2 secondes pour donner deux, trois interventions de nos internautes. Déjà, non, Laetitia, on ne se moque de personne ici. On rigole simplement, on rigole. On se moque de personne, Laetitia. Et Laetitia nous disait aussi que si la personne ne sait pas et que ça ne lui parle pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Une question qu'on te posera tout à l'heure, Marie-Laure. Il y a Alia qui nous dit qu'elle a fait un bilan de compétences qui a été financé par l'entreprise, parce que ces formations, ce coaching est souvent financé par l'entreprise. Et puis, elle a été à l'APEC et franchement, elle a vraiment apprécié cet accompagnement. Donc, c'est quelque chose, le coaching, qui est très en vogue. Et à Valérie, bravo, les États-Unis, on pense à vous. Valérie qui nous disait qu'il avait la même expérience que toi, Bobby, avec le Scrum et Agile. Scrum et Agile. Voilà. Et Maria, voilà, il y a beaucoup de gens qui réagissent sur ce sujet. Il y a Maria qui nous dit que des fois, les conseillères d'orientation devraient plus être remplacées par des coachs. Ça peut être intéressant. Ça éviterait des mauvaises orientations dès le départ. Et il y a Laetitia qui nous dit qu'elle a eu un bilan de compétences qui ne lui a rien apporté. Donc, il y a des choses quand même à travailler. Et je vois même Ahmad qui supportera l'OM ce soir. Pour répondre à Bobby, la notion de sachant pose problème car souvent, elle entraîne la résistance au changement. Marie-Laure, je t'ai donné beaucoup de grains à moudre. Comment tu peux répondre à tout ça? On va commencer par Bobby et sa mauvaise expérience qui peut se rejoindre avec celle de Laetitia. Est-ce que
Le mauvais coaching, c'est possible. La question est... Tout est possible. Alors, je pense que déjà, les coachs qui sont en entreprise, là, les coachs agiles, j'ai déjà eu effectivement moi aussi un coach agile dans le cadre d'un projet informatique. D'ailleurs, c'était sur l'un des derniers sur lequel j'étais. Et pour moi, c'est pas le même métier en fait, les coachs agiles et les coachs professionnels. Je suis pas sûre que ce soit le même métier. Je ne garantis pas. À moins que ça ait été une boîte extérieure de coach. J'avais l'impression en fait que c'était en fait, il existe des coachs professionnels qui peuvent aussi être coach agile en entreprise. Mais en tout cas, par rapport au ressenti que tu as eu de dire, voilà, tu avais l'impression d'avoir des gourous ou des personnes qui n'entendaient pas ce qui était dit. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui est dommage, à mon avis, pour toi. Le but, c'est quand même si, par exemple, pour répondre à la question de Sunkist tout à l'heure, dans le coaching de groupe, ça ressemble à finalement coacher une équipe informatique, par exemple, donc ça peut être ça. Et le but, c'est vraiment que toutes les individualités puissent ressortir pour faire avancer le projet. Alors, bien sûr, dans la réalité, en entreprise, il y a plein de problèmes. Il y a des gens qui peuvent être moteurs, d'autres qui peuvent être pas forcément moteurs, mais qui ne sont pas motivés du tout par l'objectif en question. Enfin, il y a plein de personnalités, il y a plein de choses à prendre en compte. Et le coach, en tout cas, de ce que j'ai compris, parce que je commence à peine le début du coaching de groupe, c'est que son rôle, c'est d'identifier les différentes personnalités et de pouvoir les faire parler, donc de les écouter, de les faire parler pour pouvoir avancer vers l'objectif. Ça peut être tout simplement demander à tout le monde, finalement, sur le dernier projet, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, qu'est-ce qui serait à améliorer. C'est vraiment faire parler tout le monde, toutes les personnes qui sont au sein de l'équipe. C'est vrai que quand on parle de reconversion professionnelle, on parle généralement d'une démarche individuelle. Mais de nos jours, malheureusement, ou heureusement, on se retrouve toujours dans un environnement où on a beaucoup de monde. On a énormément de monde avec nous, donc j'imagine qu'on ne peut pas envisager cette reconversion professionnelle sans l'environnement et les collègues et tout l'ensemble. Nathalie, tu avais quelques questions. Boum, je voyais que tu t'endormais. Nathalie, tu avais des questions. Non. Alors, ce que je voulais quand même savoir, surtout suite au Covid, je pense que depuis le Covid, je pense qu'il y a beaucoup une sorte de, comment dire, je pense que la population maintenant a cette envie de changement. Et je pense que ça a généré quelques réflexions. Et est-ce que, bon, après, tu n'as peut-être pas assez de recul, mais est-ce que toi, tu as eu ce sentiment, en fait, de voir que maintenant, les gens ont envie d'un équilibre moins éreinté, avoir une qualité de vie différente et changer leur quotidien, en fait. Effectivement, c'est vrai que je n'ai pas forcément le recul de quelqu'un qui aurait coaché depuis X années. Par contre, depuis le Covid, c'est clair, il y a des tonnes d'articles sur Internet qui parlent des besoins des personnes de changer. Et même en discutant avec des personnes autour de moi, je me rends compte que plein de personnes réfléchissent à un changement. Et c'est vrai que cet équilibre dont tu parles un petit peu, en tout cas ce changement au niveau de la qualité de vie, les personnes peuvent avoir envie par exemple d'aller vivre à la campagne ou de consacrer peut-être un peu moins de temps à l'activité professionnelle, plus de temps pour eux. Ça peut ressortir, mais ce qui ressort beaucoup, c'est vraiment avec le Covid, les gens sont carrément plus fatigués, clairement plus fatigués, plus stressés. Parce que clairement, quand les personnes ont envie de penser à autre chose, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de sport possible. Il y a plein, je ne vais pas faire la liste de tout ce qu'il n'y a pas, mais il y a plein de trucs. Il y a des choses qui sont différentes qu'on ne peut pas. C'est carrément différent cette année. Donc, ce qui ressort, c'est que de toutes les manières, ça ressort assez souvent dans le coaching. C'est vraiment d'arriver à prendre du temps pour soi, mais d'être à l'écoute de soi-même. Et être à l'écoute de soi-même, ça passe par plusieurs choses. Donc, j'ai parlé des émotions tout à l'heure, mais ça peut être aussi
avoir des moments de repos, avoir des moments vraiment pour soi, voilà, dégager du temps pour soi. Mais ça, c'est clair que en fait, toute la notion de l'énergie, la fatigue, l'énergie et tout ça, ça fait partie aussi du travail. J'ai l'impression aussi que dans la reconversion professionnelle, bien souvent, c'est une deuxième personne. Enfin, on a un parcours aujourd'hui qui est un peu conventionnel. Enfin, on a fait des études, on a un métier, c'est un plus ou moins classique. Mais en fait, quand on passe cette phase de vouloir se reconvertir, bien souvent, on va chercher quelque chose qu'on avait en soi, quelque chose qu'on sait faire, quelque chose qu'on aime bien, qui est un petit peu plus créatif, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que bien souvent, c'est ce qu'on va mettre en avant. On va changer de vie, vraiment changer de vie. Des fois, c'est assez radical. Et dans ton podcast, je crois que c'était Jérémy qui disait il était... enfin, pas RH, mais il travaillait dans les ressources humaines. Ah, si, oui, et oui. Du coup, il a voulu être... voilà, il travaillait dans le théâtre. Tout ça. Il voulait faire de la comédie, souvent, oui. J'ai l'impression que... J'ai pas entendu, excuse-moi, Bobby. Il disait qu'il voulait faire de la comédie. La comédie, voilà. Donc, c'est quand même un changement vachement radical. Et j'ai l'impression que c'est une partie de soi-même qu'on a, mais qu'on réveille, en fait. Qu'on révèle. Mais pour ça, en fait, nous sommes la génération des millénials. On veut jouir de tout. Et ça rejoint un précédent débat qu'on avait eu sur la fameuse crise de la quarantaine. Voilà, la crise de la respiration. Exactement. La respiration. Oui, tout à fait d'accord. J'ai 2-3 réactions d'internautes ici. Il y a Laetitia qui nous disait que le coaching individuel doit être mieux que le coaching de groupe pour elle. Et elle nous parlait d'énergéticienne pour booster l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez les énergéticiens, les énergéticiennes. Il faudrait tester. Et il y a Diroux qui demande si c'est Bobby Ewing ou Gilbert Montagnier. Je dirais plus Stevie Wonder, mais bon. Toujours le bon nom. Et une réaction de Valérie qui nous dit qu'en fait, en ayant fait des études de computer engineering, on a beaucoup d'avenues quand il... j'ai du mal. Quand il s'en vient de changer de métier, on peut on peut passer de la programmation à l'architecture ou au network. Franchement, les gars, vous êtes vraiment des geeks. Oui. On ne comprend rien. Mais ouais. C'est les joies de la formation d'ingénierie. C'est qu'en fait, je dirais qu'en fait, l'école nous a préparés pour faire de l'ingénierie, on étudie plusieurs types de technologies. Ouais. Et en fait, ce qui fait que derrière, on a différents, entre guillemets, échappatoires. Encore une fois, mais vu parfois des mentalités de geek ou de nerd, on a trop tendance à s'enfermer ou à se spécialiser entre guillemets, dans des chemins il n'y a que nous qui comprenons. Ah bah oui. Ça, c'est les informaticiens, on vous laisse dans votre monde. Sunkist, tu avais une petite question? Moi, ma question serait, aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, se projetterait de se lancer dans le type de reconversion que tu es en train de le faire, quels seraient tes conseils, quelles sont les qualités primordiales pour pouvoir exercer ce type de coaching auprès de différentes personnes? Les qualités, par rapport à ce que je sais aujourd'hui, je pense que c'est marrant parce que dans la formation, ça ressort énormément. Il y a beaucoup de être humble. Le coach, c'est pas censé être la personne. C'est facile pour certains ici. Hein. Par de qui? De forme? Oui, il faut être humble. Être humble, parce qu'en gros, on peut considérer le coaching comme un métier d'influence. Certaines personnes parlent de gourou, etc. et tout. Mais clairement, si tu as fait une formation professionnalisante, tu as une éthique. Et le but, c'est d'accompagner la personne de manière sérieuse. Et donc, être humble, c'est pas considérer que tu es au-dessus de la personne que tu accompagnes, mais à côté. C'est vraiment l'accompagnement, quoi. Ça, c'est number one pour moi.
Après, il y a il y en a plein des trucs, mais la bienveillance, c'est-à-dire veiller au bien de l'autre, être capable de s'intéresser à la personne qui baisse les épaules et va pas très bien. Donc, c'est quand même être capable de voir les personnes qui vont bien et les personnes qui vont moins bien, donc, et les accompagner pour aller mieux. Il y a le fait dans d'autres qualités, la curiosité. En fait, le coaching, c'est pas simplement, dans ce que je vois, hein, c'est pas simplement un seul domaine avec juste des bouquins, je dirais, de développement personnel. C'est être capable de lire, je sais pas moi, de la philosophie, de lire un peu ce qui a été fait un peu à gauche, un peu à droite, et de recouper les choses, parce que de toutes les manières, si moi je ne parle pas le langage de la personne que j'ai en face de moi, il n'y aura pas de confiance, il n'y aura rien. Si je ne vais pas sur son terrain, si je ne vais pas l'inviter, si elle ne m'invite pas chez elle et que moi je ne vais pas chez elle, il n'y aura rien qui ressortira du coaching. Connexion. Donc il y a la connexion, et cette connexion, c'est la curiosité, c'est lire des bouquins, c'est rencontrer des gens. Bon, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc moi, par exemple, ça m'arrive de contacter des personnes sur LinkedIn, d'interviewer un peu des personnes. Ça fait partie aussi de la formation, d'interviewer d'autres personnes, quoi. Ben justement, en parlant d'interview, on sait que tu as un excellent podcast que je recommande à tout le monde, s'appelle En reconversant, où tu fais des reconversations. Donc tout à l'heure, ce n'était pas une erreur. Des reconversations, voilà, où tu parles un peu des parcours professionnels de plusieurs personnes. Toi, qu'est-ce que tu en as tiré de ce podcast? Déjà, présente-le nous, et puis dis-nous un peu ce que tu en as tiré, Marie-Laure. Alors, le podcast, c'est un podcast que j'ai fait fin 2019. Au début, j'avais interviewé mon papa et voilà, une autre personne aussi, parce que à ce moment-là, j'étais en train de commencer ma reconversion. Et en gros, j'avais besoin d'énergie positive. Et je me suis dit, comment avoir cette énergie positive? Autant mieux interviewer des personnes autour de moi, et puis j'enregistre, et puis on va voir ce que ça va donner. Et avec le confinement, les gens étaient tellement disponibles à la maison que j'en ai profité, moi, pour continuer le podcast. Et en fait, c'était plus facile à ce moment-là de le faire. Et en fait, ça m'a permis, moi en tout cas, d'avoir de l'énergie. Donc, le podcast, c'est 13 interviews pour le moment, d'environ une dizaine de minutes jusqu'à des fois 20-30 minutes. Il y a des gens qui étaient un peu bavards, quoi. On a remarqué. Intéressant quand même ce qu'ils disent. Oui, ouais. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était vraiment par rapport aux questions que je leur posais, de faire ressortir. En fait, moi, je me posais la question de comment ils ont gagné en confiance dans leur métier, comment ils ont réussi à avoir de la motivation, parce que moi, ça m'est arrivé clairement d'aller au boulot sans avoir cette motivation. Enfin, quand j'étais en tout cas dans l'informatique, je dis ça alors que je vais peut-être continuer l'informatique aussi parallèlement, mais il y avait des moments où je ne me reconnaissais pas dans l'univers de l'entreprise. En tant que personne, avec tes valeurs, c'est ça? Les valeurs, voilà. Donc, finalement, je me disais comment ces personnes-là avaient réussi. Et ce qui ressort du podcast, c'est que souvent, les personnes ont de la confiance grâce à la confiance que les autres leur apportent. C'est un truc qui ressort. Un autre truc qui ressort, c'est que en fait, il y a plein de changements dans la vie. Il y a voilà, on a vu, il y a la crise actuellement, il y a plein de choses un peu compliquées. Mais le changement, c'est limite la norme, quoi. Et avec ce changement-là, mais comment moi je m'inscris dans le monde, comment moi j'ai envie d'apporter quelque chose? Est-ce que c'est en ayant un projet de vie? Et la construction du projet de vie, c'est ce qui permet de se dire, voilà, moi j'avance, et même s'il y a des changements autour, j'ai identifié mes valeurs. Je sais que la justice, par exemple, c'est important pour moi. Je parle réellement pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et je vais travailler dans ce domaine-là, et je vais avoir envie de travailler autour de cette notion-là. Et c'est le projet de vie qui va être le lead de ma vie, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui ressort? C'est que le doute aussi, ça fait partie de la vie, hein, de douter, de se poser des questions, que ce n'est pas malsain, au contraire. Se poser des questions, c'est un moment de pause entre les différents moments d'action. Comment? J'ai même l'impression qu'on a le droit de se tromper en écoutant ça. On a le droit à l'erreur. Apparemment, c'est en Angleterre, ils valorisent beaucoup plus le droit à l'erreur qu'en France. C'est quelque chose. C'est notre héritage judéo-chrétien, ça. C'est un peu moins judéo-chrétien en Angleterre. Enfin, en France. En France, effectivement. Et le péché n'est pas pardonné.
C'est ce que je disais d'ailleurs sur le. Nous le dira. Le procureur nous le dira. C'est ce que je disais dans le sexy ou dans le vulgaire. Dans le sexy et vulgaire, il faut pardonner. Voilà. J'ai deux, trois réactions. Il y a Thomas qui nous fait de super Thomas avec nous, qui se demande si c'est Bobby Ewing ou Stevie Wonder qui parle. Il y a Maria qui nous dit qu'elle a changé son job alimentaire pour son job passion, je dirais même son job amour. Je dirais même. Il y a Maurice qui nous dit que maintenant, on peut apprendre presque tout sur YouTube. Donc, effectivement, on sait déjà un peu comment on peut faire. Il complète en disant que pour l'informatique, tu peux le faire tout seul. Si tu sais lire, écrire, il faut être juste logique, comprendre les vidéos YouTube au 21e siècle. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne veux pas. Et pourtant, peut-être que ça arrive. Peut-être que ça arrive. Moi, je voulais, avant de repartir sur une question de Dom, ça faisait longtemps que je posais une question, j'aimerais reprendre un petit peu ce que tu as écrit sur ton blog. Elle se motive. J'ai trouvé ça très inspirant. Tu dis que dans ta réflexion, Marie-Laure, je cite, après tu me diras si c'est faux. Par ailleurs, je me suis demandé s'il était possible d'améliorer sa vie en améliorant son rapport au travail. En effet, nous passons 3/4 de notre vie éveillée à travailler. Pourquoi cela devrait-il être associé à la compétition pour certains, la souffrance pour d'autres, l'humiliation pour d'autres encore? Je vais arrêter là parce que je vous invite vraiment à aller voir le blog, il est formidable. Mais déjà, on sent qu'il y a déjà cette interrogation d'aider les gens à se trouver et à guérir un peu ces souffrances qu'il y a au travail, parce qu'il y en a. Dom, toi, comment tu réagirais là-dessus? Est-ce que tu aurais une question à ce niveau-là? Dom, je ne t'entends pas. D'accord. Voilà. Je disais que ce n'était pas par rapport à ça, moi, en fait. Vas-y. Mais c'est vrai, par exemple, j'avais remarqué, par exemple, en reconversant, que la plupart des personnes qui ont été interviewées, à part la dernière, avaient en fait un job en rapport avec l'aide des gens. Soit des médecins, soit des gens dans le social, soit des personnes aussi, par exemple, c'était Linda qui fait de l'aurathérapie. Oui. C'était souvent, je m'en suis rendu compte après, c'est bizarre, c'est vrai que c'est souvent en lien. Et je voulais savoir justement, est-ce que ces interviews t'ont conforté dans l'idée de dire, bon, je vais moi aussi faire quelque chose peut-être qui est plus en rapport avec le fait d'aider les gens. Ouais. Oui, clairement. Je pense que c'est pas anodin si j'ai interrogé ces personnes-là quelque part. Ça a forcément dû me rassurer. Et aussi, c'est vrai que selon les personnes, le rapport à leur activité était différent. Et je me rendais compte que dans leur discours, c'était vraiment, voilà, moi je suis dans un domaine, par exemple, je suis dans le domaine médical, mais les équipes sont tellement soudées à un moment donné, même si ça a été difficile, voilà, on avance. Et je pense que c'est un peu ces choses-là qui ressortent au travers des différentes interviews. Je pense que moi, clairement, voilà, j'ai envie d'aider les gens, mais le rapport d'aider les gens, ça peut être quelque chose de bien et comme quelque chose de pas bien. Il faut vraiment le définir. Pourquoi tu veux aider les gens, en fait? Parce que tu peux vouloir aider les gens pour te mettre en avant. Donc voilà, moi, l'idée d'aider les gens, c'est que pour moi, on a tous des compétences et des choses à valoriser. Ouais, à valoriser. Des fois, c'est endormi parce que dans le cadre d'un groupe, les individualités sont éteintes pour X et Y raisons, pour machin et tout. Et c'est dommage de passer à côté. Tu avais parlé tout à l'heure, Nat West Indies, de talents qu'on a depuis l'enfance ou de choses qui sont un petit peu endormies, qui sont réveillées par la créativité. Mais c'est clair. Moi, en tout cas petite, en tout cas quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup lire. Et à un moment donné, j'ai mis ça de côté. Et donc, cette deuxième vie-là, en fait, c'est ça qui te permet de t'éveiller à quelque chose qui te plaît, quoi. Et tu le sentiras normalement si tu es sur la bonne voie, en gros. Tu sentiras que tu es bien ou tu es à l'aise. Après, je pense que clairement, ça peut être pas une illusion, mais ça peut être difficile d'être 100% dans quelque chose qui nous plaît
il y a toujours une part de choses un peu moins agréables, un peu machin. Mais si le rapport plaisir et un peu difficulté est meilleur qu'avant, si en gros tu t'es amélioré au niveau de ce que tu ressens, c'est déjà gagné, quoi. C'est vrai que c'est important d'arriver à prendre du plaisir au travail. C'est pas facile d'arriver à ce niveau-là, se dire. Enfin, tout à l'heure, tu parlais un peu de qu'est-ce qu'on voulait faire quand on était gosse. Je sais pas, j'imagine peu de gosses qui disent je voulais être au service comptabilité, je rêvais de. Il y en a peu qui diront ça, mais pourtant il y a énormément de boulot dans le tertiaire. Voilà, c'est pour notre ami Bobby. Je voulais gérer des requêtes de GSP sur la WebSphere. Ah, mais je pense qu'en fait. Voilà, est-ce que c'est se mettre en accord? Peut-être que, est-ce que parfois, Marie-Laure, il ne faut pas justement faire un peu ce deuil de ce travail qui est idéalisé, parce que moi, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je me voyais devenir MVP de la NBA. Hein. Bah, rigole pas. Je me voyais. Et il y a Maurice qui nous dit que, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est beaucoup. Il y a des sociétés qui ont ce rapport au travail qui est assez différent. Pour toi, Marie-Laure, est-ce que parfois il faut faire ce deuil de ce job rêvé, ou alors s'y accrocher et par contre vivre peut-être un peu malheureux? Moi, je reprends un peu, là on voit pas très bien, le Bullshit Jobs de David Graeber. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, mais si tu me conseilles, on ira. Ah ouais, je conseille, je l'ai eu à Noël, je pense pas pour rien. Et dedans, en fait, c'est super intéressant parce que, en gros, souvent, on imagine que toutes les activités qui sont à côté, les activités associatives ou les activités caritatives ne font pas partie de notre activité. Mais il y a des personnes qui peuvent se dire, bah voilà, moi je vais gagner de l'argent, dans un boulot alimentaire ou dans un boulot où je ne suis pas à 100% raccord. Par contre, je vais faire des activités bénévoles à côté. Donc en fait, c'est à chacun de composer un petit peu quelque chose qui va permettre de tenir. Non, mais d'être plutôt en raccord avec ses valeurs. Ça peut être très dur en cette période de confinement, Marie-Laure. Là, franchement, la plupart des gens, on se lève, on va travailler, on rentre, et le petit temps qu'on avait pour justement faire autre chose, pour s'aérer, on ne l'a plus. Donc, ça devient très compliqué, et on se dit que ce job, il a intérêt à être très, très passionnant, à nous tenir. C'est là où c'est compliqué peut-être, et c'est peut-être là que tu as de nouveaux clients. Enfin, clients, patientèle, je ne sais pas comment. Non, ouais, client. Mais Oula. On est dans une salle d'attente. Patient numéro 1. Ouais, ça peut Mais je pense justement, Fob, ce conflit que chacun un jour a, en fait, c'est en fait, on devient adulte. On quitte l'enfance et avec l'objectif de construire quelque chose. Il faut pas tant prendre un job pour du bullshit ou autre, parce qu'en fait derrière, de toute façon, il faut être adulte et responsable, et on est quelque part obligé de négocier, de composer, et je dirais même, en fait, c'est la vie, ça, c'est la vie qui est comme ça. Alors, si derrière on arrive à se trouver un petit jardin secret pour s'évader, hein. Alors moi, mon rêve, c'est les vaches, hein. Ouais. Et donc, j'œuvre. Déménage. Non, je pense à la retraite. Je pense que je. Voilà. Lolo, hein, Lolo, toi, Lolo, si tu avais pu faire le job de tes rêves, ça aurait été quoi? Ah, basketteur. Basketteur. Non, franchement, le travail que je fais, ça n'avait rien à voir avec mes études. C'était un ingénieur du son. Ingénieur du son, ça t'aurait plu? De ouf. Que ce soit dans les concerts ou dans les studios. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des regrets vis-à-vis de ça? Ouais, parce que
à mon époque. Hein, oui, c'est dans les années 90-2000 où j'ai commencé à chercher. C'est un métier qui est très, très dur parce que il faut avoir beaucoup de relations ou être là au bon moment, au bon endroit. À l'époque, hein, je parle, hein, c'était pas maintenant. Parce que maintenant, avec tout ce qui est numérique, Internet, tout ça, tu peux faire chez toi. Mais à l'époque, c'était très... bien dans ton travail ou pas? Ouais, franchement, ouais. Il y a toujours cette antinomie où je voulais être champion NBA, je voulais faire ça. Et puis aujourd'hui, je suis pas mal. Mais bon. Moi, par contre, j'avais une question. Le chantier, je me sens bien. J'avais une question au coach. Est-ce qu'il y a un âge qui revient assez souvent, une tranche d'âge qui revient assez souvent? Est-ce que c'est plus les 20-30, les 30-40 ou les 40-50 qui cherchent à se reconvertir ou c'est vraiment assez éclaté au niveau des âges? Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Laure? Alors, pour les stats, j'ai pas le chiffre. T'as pas? Mais déjà, ne serait-ce que dans ma formation, là où finalement les gens ils sont en train de se reconvertir sans autre métier, globalement ils ont 40 ans. Moi j'ai 34. Ouais. Mais ils sont plus Ouais, c'est les personnes plus âgées. Ouais. Et est-ce que c'est pas plus difficile avec les personnes âgées de les faire reconvertir? Ça dépend. Après, c'est vrai. Non. Je ne me suis pas posé cette question-là parce que moi, là, par exemple, les personnes avec lesquelles que je coach, elles ont entre 30 et 40 ans. Donc, c'est pas non plus… Non, ça va. Ça va. Ouais. Mais après, il doit y avoir… de toute façon, il y a des difficultés à tous les âges. Mais oui, je pense que… Et avec ce qui se passe actuellement, de faire trouver quelqu'un, parce qu'en ce moment, au niveau RH, les recrutements, c'est assez dur. Moi, je vois dans mon entreprise, il n'y a pas aucun recrutement. Est-ce que tu arrives quand même à mettre quelqu'un dans une autre voie et à le faire recruter, surtout l'année dernière et cette année? Ou c'est plus difficile que les autres années? Là, en tout cas, dans le cadre des coachings que j'ai pu faire, de toutes les manières, le coaching, c'est vraiment juste sur 5-7 séances, c'est vraiment un début de changement, hein, parce que le coach, il peut… Le changement, c'est nous qui le faisons. Voilà, c'est toi-même. Mais par contre, moi, je suis bénévole parallèlement dans une asso. Et donc, voilà, je m'occupe de jeunes qui ont besoin d'accompagnement. Et globalement, ce qui ressort, c'est que c'est difficile. L'alternance… c'est une année complexe. Il faut vraiment compter sur le réseau, je pense. Hein. Oui, un réseau, c'est super important. Le réseau professionnel, oui. Vas-y, Dom. Qui est en pleine reconversion. Comment est venu pour toi l'idée de te dire, tiens, je vais devenir coach? Est-ce que c'est un long processus ou c'est quelque chose… Il y a un événement qui a fait que justement tu t'es dit, je vais faire ça? Écoute, merci pour la question parce que, en plus, je voulais en parler. Moi, ça a commencé en 2013. C'est un voyage au Canada et dédicace du coup à ma cousine Priska qui m'a qui m'a accompagnée à un moment donné quand je me posais des questions par rapport au boulot et c'est elle qui m'a orientée un peu sur tout ce qui est développement personnel à l'époque. Moi, j'étais déjà consultante informatique, mais je me posais plein de questions. Et ensuite, j'ai commencé à lire des bouquins, à m'intéresser à ça. Donc, c'est un long processus, en fait, assez long, où je me rends compte de plein de choses, en fait, de la manière de positiver les choses, de, par exemple, le soir, me dire, voilà, je vais noter dans un cahier ce qui est positif dans la journée, plutôt que d'orienter mon esprit sur ce qui est négatif, l'orienter sur ce qui est positif, par exemple. Ça peut être bien, quoi. Et donc, des choses comme ça qui se sont installées. Et puis finalement, voilà, l'année dernière, j'ai décidé de me reconvertir. C'est une très, très bonne reconversion. Et d'ailleurs, mais par rapport à ça, quand même, je tiens à faire un coup de gueule par rapport au fait qu'en fait, que je n'aime pas trop qu'en fait, quand les gens ils apprennent un métier, une qualification, derrière, on lui enlève son sel en disant consultant. Et quelque part, c'est ces tout petits mots qui font que derrière, on dévalorise le travail des travailleuses. Et quelque part, à chaque fois, le fait de dire consultant de ci, de ça, on tue le métier. Et d'où le fait que les gens, avec les années, en fait, ils
Ils ne se sentent pas reconnus et ils veulent changer. C'est un peu à nous, je pense, Bobby, de faire en sorte que au travail, ça soit humain, quoi. Si on traitait le consultant comme le chef de projet ou vice-versa, je pense que personne ne se sentirait comme ça. Moi, je regarde, dans ce que tu disais, il y a des choses, il y avait une chose importante, intéressante dans ton blog, parce que franchement, il m'a beaucoup ému. Tu disais, par exemple, pourquoi nous dirigeons-nous vers une activité qui ne correspond pas à ce que l'on veut faire, qui nous épuise, nous fait jouer un rôle qu'on ne choisirait pas si on avait à nouveau le choix. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette condition au travail, elle est plus subie. Elle est plus subie. Il y a vraiment nos valeurs. Tout à l'heure, tu en parlais justement, Marie-Laure. Les valeurs que tu as, il faut qu'elles puissent se retrouver dans ton métier, que le métier ne te change pas, tu vois. Et ça me paraît être une valeur très, très importante. Toi, Marie-Laure, est-ce que tu t'es retrouvée avec des gens qui n'étaient pas en accord avec leurs valeurs dans tes coachings? Ah, ok. Il y a des personnes, disons qu'il y a des personnes avec lesquelles il y a des valeurs qui sont clairement les mêmes. Je le ressens dans les premiers moments, et il y a des personnes qui ont des valeurs éloignées. Mais par contre, ce que nous explique dans la formation, c'est qu'on a tout intérêt à ne pas coacher des personnes qui sont à l'opposé de nos valeurs. C'est pas la peine. Enfin, je vais pas aller coacher clairement. J'ai pas une idée en tête là comme ça. Mais si voilà, il y a quelqu'un qui est dans un domaine. Dans les pétroles. Hein? Dans les pétroles et wing ou un truc comme ça. Pétrodollar. Par exemple, ça peut être ça. Enfin, c'est important de l'identifier et de ne pas aller vers ça, en fait, d'aller plutôt avec des personnes qui correspondent à des valeurs communes, sans que ça soit. Comment tu le repères? C'est du coup, c'est pas par rapport à ce que lui il va vouloir faire, ou c'est par rapport à quand tu vas faire peut-être tes premières consultations, te dire ah bah lui, ça va peut-être pas le faire. Déjà, on a un entretien préalable où pendant moins d'1 heure, je discute avec la personne, il n'y a pas de questions, c'est genre une discussion comme là on a. Et du coup, je vais pouvoir, dès le premier entretien, choisir, on va se co-choisir en fait. La personne me choisit et moi je la choisis. C'est une phase hyper importante parce que ça ne sert à rien en fait de se lancer dans une aventure où il n'y a pas une confiance mutuelle. Et donc, c'est ce premier entretien-là qui va permettre de déterminer sur l'échange, ce que la personne veut faire, le ressenti. Et voilà, moi, je vais être amenée à dire à la personne, on peut et ou on ne peut pas, quoi. Et inversement, pour la personne, elle va me choisir ou pas me choisir. Juste avant il y a Nat qui a probablement une très bonne question à te poser. Juste avant d'arriver à l'excellente question de Nat, on va arriver à la fin pour le prochain tour. J'ai quelques réactions. Il y a Laetitia qui nous dit que la pression des laborantins pour trouver les vaccins, il y a beaucoup de compétition, ils se servent de laboratoires, beaucoup de personnes se font virer du jour au lendemain. Enfin, c'est assez triste et encore beaucoup d'exploitation dans le travail. Il y a Amadou qui nous cite Albert Einstein. Décidément, cette émission a un niveau. On se dirait, on serait presque dans la 3e partie. Ça fait à minuit 30 chez Ruquier. Il nous dit, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Méditer. Il y a Alia qui nous dit que dans l'idéal, il faudrait pouvoir changer de métier dès qu'on le souhaite, mais pas qu'une dans l'idéal. Personnellement, il y a plein de métiers qu'elle aurait aimé essayer. Travailler dans la publicité, dans l'histoire de l'art, et j'arrive pas à afficher la racie, dans l'archéologie, et plein de trucs différents. Il y a Amadou. Il faut étudier quand même. J'étais pas loin d'être MVP de la NBA. Valérie qui dit que j'aurais dû passer avant lui, et là-dessus, j'ai échoué. Donc voilà. Et enfin, Laetitia qui dit quoi, Diroux? Qui parle du petit jardin secret de Diroux pour s'évader. Il faudra qu'on en parle, Diroux, de ce jardin. Dans une autre émission. Nathalie,
tu avais ta J'ai question. une petite question. Voilà. Une petite question, mais c'est que je voudrais adresser à tout le monde. C'est justement de savoir si chacun d'entre vous, vous deviez vous reconvertir, qu'est-ce qu'on ferait? Vers quel métier, en fait? Quel métier? Eh bien, on va commencer par Marie-Laure. C'est Marie-Laure qui est avec nous. Si tu devais encore te reconvertir, qu'est-ce que Je crois qu'elle a joué la carte déjà. Oui. Dans un monde… ouais, non, franchement, c'est vrai que le métier que je voulais faire plus petite, c'était journaliste. Ah, sympa. Mais oui. Et ouais, c'est un truc qui m'aurait plu. Après, rien n'est trop tard. Hein. Mais journaliste sur la bourse ou journaliste sur les scoops? Voilà, il y a plein de journalisme. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Journaliste radio. Moi, je trouve ça génial. Radio? Ah bah, ouais. Écoute, eh ben on recrute. On peut avoir des journalistes. Est-ce que peut-être le podcast? Oui. Qui explique un peu le podcast. Ça explique le podcast, exactement. Tu as fait le lien. De l'eau, il faut faire tourner. Hein. Faire tourner. Sunkiss, toi de ton côté, qu'est-ce que tu aurais fait? À qui il a dit? Qui? Sunkiss. Ah, c'est à moi, pardon, excuse-moi. Alors, concrètement, la reconversion, en fait, je suis déjà passée par la reconversion. C'est vrai. Mais je l'ai fait à titre vraiment complètement personnel. C'est que j'ai fait des études dans le commercial, je suis devenue commerciale et en fait, je voulais être prof de commerce. Et donc, du coup, en fait, je ne me suis pas retrouvée en tant que prof pour des étudiants. Je n'avais pas le bon public. Et du coup, aujourd'hui, je suis chargée de formation pour des commerciaux. Et en fait, c'est la reconversion que j'ai finalement ajustée par rapport à ce que je recherchais. Et tu t'y es retrouvée? Pardon? Tu t'y es retrouvée, forcément. Ouais, aujourd'hui, je m'y retrouve et complètement, je m'éclate. Oui, je suis satisfaite et je m'éclate. Voilà. Dom qui est à côté, si tu avais un… Moi, journaliste sportif, par exemple. Et alors, autre chose, il y avait un autre, toi-même, tu sais. Oui. Artiste. Ah, Mais Dom, tu imagines bienvenue ce soir au stade Vélodrome où le Paris Saint-Germain est en mission. Avec son armada, Mbappé, Neymar, que des étoiles face à Alvaro, Rongier, Hermin. Bon, on arrête de vanner, il y en a qui ne vont pas être contents là-dessus. Et toi, Bobby Ewing, à part le manche, qu'est-ce que tu aurais fait? Le manche, ça c'était l'idéal, mais sinon, éleveur, comme j'ai dit, éleveur de zébus pour pouvoir, en utilisant les technos européennes dans tout ce qui est la bio-agriculture pour valoriser les produits africains, en fait. Alors, parce que je trouve qu'ils n'ont pas réussi à faire de révolution industrielle dans l'agriculture. Et je pense qu'il y a beaucoup à récupérer de ce qui est en Occident, en fait. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'on aurait pu développer toute l'agriculture en Afrique. Il y a énormément de travail à faire. Voilà. Et toi, Lolo? Éducateur sportif. Éducateur sportif? Ouais. Tu es déjà gaulé comme un prof de sport. C'est gentil. Elle a la chance, Fabienne. Ouais, non. J'ai un seul abdo, je n'ai pas 6. J'en ai un seul. Non, éducateur sportif parce que j'aime bien le sport et j'aime bien les enfants et je pense que j'aurais aimé aller dans cette voie-là, enfin, tout au moins essayer. Bon, super. Marie-Laure, on va arriver bientôt à la fin. On n'a pas dit Nathalie. Et toi, Nat, du coup? Ah oui, j'ai pas dit Nathalie. Ah oui, Non, mais je me suis dit, Nathalie, comme Sunkiss, à un moment, j'ai pensé, je voulais bien être enseignante, professeur, mais bon, finalement, aussi, peut-être pas le bon public, et puis finalement, ça, voilà, c'est plus ce que c'était avant, bref. Mais en fait, ce que j'aime aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est déco, donc aujourd'hui, je pense que si je devais me reconvertir, ce serait en tant que décoratrice d'intérieur. En fait. Voilà. Faire du homestaging, exactement. Pas dans la mode? Voilà. Pardon? Pas dans la mode? Personnaliserais. Non, pas dans la mode, mais c'est vrai que j'aimais dessiner.
Ouais. Étant petite, j'aimais beaucoup dessiner. Mais non, dans la déco intérieure, mais surtout pour le bien-être des gens. Le bien-être, c'est surtout le maître mot, en fait. Pour que les gens se sentent bien dans leur intérieur. Le feng shui. Le Feng shui, upstaging, voilà. Ben, c'est ce qu'il faut. Hein. Beaucoup de bien-être. Et toi, Fob? Hein? Et toi? Moi, si je... Ah, je pense que j'aimerais bien être coach. J'aimerais bien être coach de basket. Ah, ouais. Une grosse équipe et tout. J'aurais aimé. J'aurais vraiment aimé. Et pourquoi pas, tu peux le faire en plus de ton travail. Hein. Il y en a qui le font. Hein. Non, je ne peux pas parce que je travaille beaucoup. Voilà. Je travaille beaucoup. Mais j'aime bien mon boulot actuel. C'est pas un problème. Bah, tu peux mettre ton boulot actuel et faire un coach. Il y a un rapport Oui, non, oui, ça c'est clair. Il y a un rappeur qui a changé complètement, qui est devenu, comment il s'appelle? Celui Action qui a Bronson? Non, un Français qui était dans la mafia Quinfri. C'est lui qui a créé la mafia Quinfri. Ah bon? Il a fait un livre. Il est maintenant il est coach de basket. Ah ben voilà. Bien. Comme quoi. Comment ça s'appelle encore? Tout est faisable. Oui. Je vais laisser Marie-Laure conclure, une fois n'est pas coutume. Mais oui, parce que vous voyez, le temps passe et les gens ont d'autres choses à faire. Il faut qu'ils préparent les tapas parce que ce soir, il y a un gros match. Il y a. Voilà, on est d'accord. Les pronostics de ce soir. Pour Maurice, après, il y a le Super Bowl. Hein, donc, il y a le Super Bowl ce soir. Donc, on ne peut pas faire que du what you got to say. Marie-Laure, toi, si tu devais, au niveau de tes expériences, conclure, et si tu avais quelque chose à nous dire, à nous, à la famille qui est là et les internautes qui sont là aussi. Je dirais de faire confiance, de se faire confiance pour avancer dans ce qui est bon pour soi, et aussi d'essayer de ne pas être dans des situations où on se retrouve seul. Le mieux, c'est quand même dans chaque étape de sa vie d'avoir des moments où tu es entouré de personnes, d'avoir cette curiosité, d'aller poser des questions à d'autres personnes, si jamais il y a un métier que tu as envie de faire, etc. De pas, en fait, ne pas se sentir bloqué, ça veut dire vraiment être dans l'ouverture et aller vers les autres et poser des questions. C'est jamais bête, c'est toujours, surtout avec le monde actuel qui change tout le temps. Il y a un grand intérêt à cultiver cette curiosité, et il y a plein de manières de le faire, bien qu'il y ait justement la crise actuelle, justement, là c'est le bon moment, quoi. C'est le bon moment d'enquêter, de se poser des questions, de se sentir inspiré ou non, en tout cas d'aller vers... Parce que s'il y a un truc qui était important quand on était jeune, c'était par exemple de faire des stages. Et moi, je ne connaissais pas l'importance des stages. Je la connais maintenant, je connais la valeur du stage aujourd'hui, mais il y a 15 ans, je me disais, bon, le stage, alors que c'est carrément important, quoi. C'est ce qui te permet de te dire, c'est ce que je veux, ce que je veux. Oui. Donc, voilà, les jeunes, voilà, si vous avez des stages, c'est vraiment une occasion en or. Si vous avez des questions que vous avez envie de poser, n'hésitez pas. Les plus âgés aussi peuvent poser des questions, ce n'est pas interdit. Soyez curieux, soyez curieuse. Intéressez-vous à la vie professionnelle, intéressez-vous à la vie et surtout, intéressez-vous à la fin de cette émission, car le générique est lancé. Merci à Marie-Laure que vous pouvez... Merci à Marie-Laure. Excellent. C'est un excellent blog, mais elle se motive. Mais sur ces podcasts également, en reconversant, allez les voir. Vous allez voir, c'est une mine d'or d'informations. C'est vraiment un reportage exceptionnel. Je vous invite vraiment à le voir. On avait avec nous Nat West Indies. Merci pour tes questions. Merci pour ta pertinence. Bobby et Wing étaient là aussi. Il nous a donné son expertise sur cette respiration dont on a besoin. Low, supporter de l'OL, mais qui regardera également le classement. Mais bien sûr, je vais regarder le PSG. C'est certain. Mais nous oui. avions également Sunkist et Dom, le couple merveilleux. Allez le PSG ce soir. Allez le PSG, j'ai envie de dire, allez le PSG. 0. Allez Paris. On n'oublie pas une parole pour Monsieur Massalou.
Monsieur Massalou, qui souhaite, ce soir passe son anniversaire. Donc, on le salue bien. Bon anniversaire. Virginie, qui C'est est pas grave. anniversaire. je suis encore à l'antenne, Virginie. Donc, 2 secondes, je te rappelle. Enfin, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. Lavez-vous les mains. Mettez vos masques. Et N'allez distance. pas toucher dans les gueules des uns des autres. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.